Alors, je crois qu'il nous reste un dernier exposé. Je ne connais pas l'orateur, puisque le secrétaire général est arrivé. Le professeur Frédéric Aubrin qui est là, anesthésiste. Selon mes excuses, je vais lui céder la parole, bien entendu. Alors, on revient un petit peu plus sur la surveillance post-opératoire. Il s'agit des aspects actuels de la prise en charge de la douleur post-opératoire et de la façon de exposer. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie les académies pour l'invitation, par l'intermédiaire du professeur Alain Séry. Alors, j'ai 15 minutes, je vais essayer d'aller assez vite du coup. Les aspects actuels de la prise en charge de la douleur post-opératoire. D'abord, dans un premier temps, je vais bien sûr conflit d'intérêt concernant cette présentation. Avant de parler de l'existant et du futur, il faut savoir d'où on vient. Et on revient de loin, puisque quand on fait l'état des lieux, depuis 1997, avant même, c'est une période à laquelle on peut se référer concernant des résultats d'enquête inquiétants, avec des audits, en particulier un qui a été fait en 1994, qui était pas bon au niveau des résultats, pas de recommandations claires, aucun référentiel, d'où la nécessité de faire le point sur la prise en charge de la douleur post-opératoire sous le mode de conférence de consensus qui s'est tenu en 1997, puis 2 ans après, un travail d'expertise concernant justement les antalgiques, les doses et les associations. À cette période-là, on a commencé à s'intéresser de près aux protocoles, aux associations thérapeutiques et à l'anticipation analgésique, donc avant les gestes chirurgicaux. Puis en 2002, les recommandations pratiques cliniques concernant l'anesthésie locale-régionale, les blocs périphériques, et on s'est intéressé aussi à l'hyperalgésie, ses conséquences, hyperalgésie, conséquences du traumatisme chirurgical, mais traumatisme également lié à un accident, ou même l'utilisation des sulfurides qui entraînent le phénomène d'hypersensibilisation et d'hyperalgésie. Et on s'est dit peut-être que l'anesthésie locale-régionale va permettre de réduire ce phénomène d'hyperalgésie et ses conséquences. En 2005, l'ASFAR, dont je suis heureux que le président de l'ASFAR soit ici présent, la Haute Autorité de Santé, ont travaillé pour l'élaboration d'un référentiel d'évaluation des pratiques professionnelles pour aider les soignants à savoir si effectivement leurs pratiques étaient conformes à ce qui était recommandé grâce à ces référentiels successifs. Ensuite, en 2006, également, d'autres recommandations sur la pratique de l'anesthésie, l'analgésie périmédulaire chez l'adulte, avec une idée forte qui commence à poindre, l'évidence baisse médecine, notamment appliquée à la rédaction de référentiels, de recommandations formalisées d'experts. Donc les techniques évoluent et on renforce la méthodologie et la qualité de ces recommandations basées donc sur la médecine fondée sur les faits. Ensuite, en 2007, nouvel audit de la prise en charge de la douleur post-opératoire en France à propos de 2000 patients. Et quand on fait la comparaison entre les résultats de 1994 et ceux de 2008, on a des résultats assez intéressants, puisque l'information des patients en 1994 était de 21%, on est passé à près de 70%. Pas d'évaluation écrite de la douleur en 1994, on est à 93% en 2008, donc message reçu. Les protocoles thérapeutiques étaient absents en 1994, on est à 74% en 2008. L'anticipation d'analgésie, 63%. La morphine post-opératoire, en post-opératoire, on était à 6% de patients bénéficiaires de ce traitement palier 3. On est passé à 62%. Quant aux pompes à morphine, on a multiplié par 10 en 14 ans les bénéficiaires de cette technique dite sophistiquée d'analgésie post-opératoire. Alors le constat, maintenant, en 20 ans, j'en ai listé 6, il y en a d'autres, c'est l'intégration des facteurs de risque de la douleur post-opératoire. On va voir qu'il y a des passerelles avec bien sûr la thématique de cette session, la chronicisation de la douleur post-opératoire, les associations médicamenteuses, c'est l'analgésie multimodale, la place des agents anti-hyperalgésiques, et je dirai juste un mot sur la kétamine qui nous rend énormément de services, toutes les alternatives à la voie injectable, donc la voie orale, bien sûr, s'est développée, mais aussi la voie transdermique, la voie sublinguale et autres, le développement de l'analgésie en chirurgie ambulatoire et le concept justement de la réhabilitation accélérée et l'analgésie qui doit être mise en œuvre pour suivre ces patients en rééducation un peu accélérée. Alors, les aspects actuels, j'en ai listé là aussi 6, bien sûr d'autres, mais qui me paraissent importants et je voudrais mettre un coup de projecteur sur le développement de la pharmacogénétique, puisque la génétique s'est invitée dans la prise en charge de la douleur
avec ce constat qui a été publié notamment en 2004, une étude, un peu un coup de tonnerre dans notre pratique, à savoir que la codéine est bien métabolisée en morphine au niveau du foie, ça c'est pas une nouveauté, avec les cytochromes P2D6, on fabrique entre guillemets de la morphine avec la codéine, mais aussi on peut fabriquer la codéine 6-glucuronide avec un autre métabolisme, les cytochromes P3 à 4. Eh bien, il y a 4 catégories de métaboliseurs. Les métaboliseurs intermédiaires et bons métaboliseurs où ça ne pose pas de problème, on produit la morphine qui est efficace, qui est après métabolisée par les voies habituelles. Et puis il y a les métaboliseurs lents, les PM, qui ne fabriquent pas de morphine et donc avec une efficacité absente de la codéine. Et puis les métaboliseurs ultra rapides, les UM, qui eux posent des problèmes, on va dire, de surdosage et, comme ils disent, d'intoxication à la codéine. Alors les conséquences, elles sont claires, c'est-à-dire qu'on a pour cette population une codéine qui est trop efficace et donc des restrictions très importantes dans l'utilisation de la codéine par la Haute Autorité de Santé, par la MSM, avec un coup de projecteur justement chez les patients qui sont connus comme étant des métaboliseurs rapides ou des enfants qui ne peuvent pas du coup bénéficier de ce traitement qui rend quand même service. Alors si on fait un parallèle avec le tramadol, on est aussi dans cet état de lieu, chez le tramadol, le métabolisme est à peu près identique à celui de la codéine. Instauration de l'allergie à la carte. Alors ça, c'est un point important, puisqu'on s'intéresse maintenant de plus en plus à l'histoire clinique du patient. Donc, raison pour laquelle on pose beaucoup de questions, on examine le patient en consultation anesthésie, et on essaie de déterminer ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les patients vulnérables. Alors, il est recommandé d'identifier ces patients vulnérables. Ce sont les recommandations de l'ASFAR qui viennent de sortir, une actualisation des recommandations qui date de 2008. Eh bien, l'identification des patients les plus vulnérables comporte notamment la recherche d'une douleur préopératoire, une consommation de cacé au long cours avec un S qui est importante, et puis l'anxiété et la dépression. Et puis vous avez effectivement la justification de cette recommandation avec des durées de chirurgie supérieures à 3 heures qui entraînent probablement, avec certaines publications à la clé, plus de douleurs sévères post-opératoires et puis des reprises chirurgicales ou des chirurgies à risque de douleurs sévères post-opératoires. Alors, là aussi, je voudrais insister sur une étude avec 2 plaques. Cette étude concerne justement les facteurs de risque de sévérité de la douleur post-opératoire, l'anxiété en fait partie, ou les troubles psychosociaux, pas psychosociaux, mais psychologiques préopératoires, ou la douleur préopératoire sont un élément qu'il faut rechercher, y compris en post-opératoire immédiat, parce que, et on va le voir dans quelques instants, c'est important de diagnostiquer ces patients parce que ça va poser des problèmes. Si on propose à ces patients de repartir plus tôt chez eux, eh bien, ces patients anxieux qui font du catastrophisme, eh bien, ces patients risquent de développer des douleurs qui vont s'inscrire dans la durée, notamment à domicile. Et là aussi, une étude importante sur les facteurs de risque de consommation élevée d'antalgiques post-opératoires. L'anxiété en fait également partie. Alors aussi, on s'intéresse aux âges extrêmes de la vie, notamment les enfants bien sûr, mais aussi les patients âgés. Et juste une plaque pour vous présenter évidemment qu'avec le vieillissement de la population, eh bien, il faut s'adapter à cette population, y compris ceux qui vont être en phase en ambulatoire ou en réhabilitation précoce. Donc on sait par exemple qu'on aura 200 000 centenaires en 2060 en France, 31 millions d'Américains auront plus de 80 ans en 2050. Eh bien, ce sont des patients qu'il faut prendre en charge de manière spécifique. Et je vais juste citer une étude que je trouve importante, c'est celle-ci, elle n'est pas récente, mais c'est l'impact de la douleur post-opératoire sur la rééducation après fracture de l'extrémité supérieure du fémur, et on se rend compte que effectivement, les patients qui ont des douleurs, qui persistent au repos, eh bien, sont des patients qui vont rester plus longtemps à l'hôpital, qui vont avoir une rééducation qui va être limitée, et donc qui vont être inconfortables et qui vont poser des problèmes, bien sûr, pour le retour à domicile, si on souhaite qu'ils repartent le plus vite possible chez eux. Un point sur la réduction des douleurs chroniques et des douleurs liées aux soins. Et là, c'est clair que ce qui se passe en post-opératoire, ça va être crucial, puisque on le recommande encore cette année, par le biais de l'ASFAR, il est recommandé d'identifier les facteurs de risque post-opératoire, de chronicisation de la douleur post-opératoire, en recherchant une intensité élevée de la douleur post-opératoire à l'aide d'une échelle numérique, donc ce qui se passe après la chirurgie va nous intéresser directement, une prolongation inhabituelle de cette douleur post-opératoire, une douleur neuropathique précoce, et là on va utiliser une échelle qui s'appelle DNK, des signes d'anxiété, là encore, et des dépressions. D'où donc
nécessité, je reviens, voilà, d'utiliser des échelles pour nous aider à mieux cerner, mieux gérer ces patients. L'échelle DN4, c'est l'échelle de douleur neuropathie qui a été validée, bien sûr, issue d'une équipe française, voici les collaborateurs, et on a un seuil de 4, par exemple, sur 10, eh bien, ça détermine l'existence d'une douleur neuropathique, donc l'examen clinique, mais également l'interrogatoire du patient ont toute leur importance. Donc il est fortement conseillé maintenant d'utiliser cette échelle en post-opératoire, avant que le patient ne sorte, pour essayer de diagnostiquer s'il existe ou pas une douleur neuropathique qui va constituer un risque de chronicisation de cette douleur post-opératoire. Et puis vous avez bien sûr des chirurgies à risque de chronicisation de la douleur post-opératoire, la thoracotomie et la syndromie, mais aussi l'hernie inguinale, l'arthroscopie. Une étude récente démontre que jusqu'à 16% des patients qui ont eu une arthroscopie développent des douleurs chroniques post-opératoires, donc à distance de la chirurgie, qui vont s'inscrire, hélas, dans la durée. Mais aussi, bien sûr, les prothèses de genoux, la mastectomie et donc ce sont des patients qu'il faut bien sûr identifier et suivre et certainement gérer au plus près, on va dire, avant leur sortie, y compris à domicile. Et je pense que raccrocher les wagons avec la médecine de ville est effectivement un point extrêmement important. Encore une plaque, celle de Kellett, sur la douleur chronique estimée. Vous voyez qu'on a des chiffres qui sont très importants, et une douleur sévère, estimée avec une VH supérieure à 5 sur 10, jusqu'à 10% pour la poitrine du sein, pontage coronaire également. Donc ce sont des patients à risque, encore une fois, il faut en tenir compte dans la prise en charge globale du patient. Alors je vous parlais juste de la kétamine, c'est un médicament qui encore une fois nous rend beaucoup de services. Le problème de l'hyperalgésie, c'est la conjonction de l'acte chirurgical, mais également de l'inflammation, un traumatisme lors d'un accident, qui, par l'intermédiaire d'un récepteur NMDA, vont entraîner un excès de nociception, mais les opiacés sont aussi à risque de développement de ce phénomène d'hyperalgésie. Et donc, une des solutions, c'est de réduire les doses d'opiacés, mais aussi administrer ce médicament pour les patients qui ont été diagnostiqués comme étant à risque, donc patients vulnérables au développement de cette douleur chronique post-chirurgicale. Alors pour avancer encore, la réduction des événements indésirables des médicaments ou des techniques. Alors il y en a un qui nous inquiète plus que les autres, c'est évidemment la dépression respiratoire. Donc il faut qu'on s'assure que les patients à qui on va prescrire un traitement adapté, justement avec des opioïdes, avec des antalgiques non morphiniques, eh bien ces patients ne développent pas des effets indésirables et en particulier justement la dépression respiratoire, raison pour laquelle il a été déterminé et rappelé encore cette année, il y a quelques mois, la notion de population à risque des patients de plus de 70 ans, ceux qui sont naïfs aux opiacés, les obèses morbides, les patients qui ont une maladie respiratoire, avec un syndrome d'apnée du sommeil, les insuffisants hépatiques ou rénaux, les patients qui décrivent une douleur intense qui cesse brutalement. Et si on n'a pas arrêté effectivement le traitement morphinique, on peut induire une dépression respiratoire. Les associations avec les benzodiazépines, les barbituriques, les antidépresseurs, etc., bien sûr les stupéfiants, les antécédents neurologiques, les neuromusculaires et la voie périmédulaire. Donc ces patients, il faut là aussi les identifier et considérer que ce sont des patients vulnérables. Deux autres illustrations concernant ce problème des effets indésirables. La première, c'est que pour réduire la consommation d'antalgiques, en particulier morphiniques, il faut associer les médicaments les uns avec les autres, donc le paracétamol avec du mefopam, l'INS, etc. Et cette stratégie multimodale va dépendre du type de chirurgie, de sa durée, mais également l'histoire clinique du patient dont je vous parlais, l'interrogatoire, l'examen en consultation d'anesthésie, et puis les objectifs en termes de rééducation. Et vous voyez que la kétamine s'invite dans cette stratégie balancée ou multimodale, mais aussi des médicaments comme la lidocaïne qu'on analyse par voie intraveineuse pour une indication précise et qui a un effet anti-inflammatoire, anti-hyperalgésie, et puis bien sûr les infiltrations, je dirais un mot sur les infiltrations en fin de cet exposé. Troisième illustration, et j'en ai bientôt terminé, c'est le problème de la prise en charge de la douleur en salle de réveil qui nécessite parfois une titration intraveineuse de morphine et la nécessité de mettre en place un cadre très strict pour éviter qu'il y ait des complications dès la salle de réveil liées par exemple à une surdose, un patient qui devient extrêmement somnolent, on a effectivement du mal à réveiller. Et donc on limite les doses et puis on surveille pendant 1 heure après la fin de la titration pour éviter justement que, on passe à côté d'une dépression respiratoire ou même d'une insuffisance d'anesthésie. Donc ça c'est important et on doit être extrêmement vigilant à ce sujet.
Je voudrais terminer par le développement des techniques d'anesthésie loco-régionale et d'infiltration. Je vais être assez court. La première diapo, ça concerne évidemment l'administration d'un cathéter qui va permettre d'infuser une articulation, du moins un nerf en périphérique d'une articulation, avec un dispositif élastomérique, avec des locaux. Et ça a révolutionné les choses, je pense, pour une chirurgie qui est quand même extrêmement douloureuse en conditions dynamiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi parfois une conjonction de techniques, alors c'est une vieille étude, mais que je trouve qui fait partie des études fondamentales, parce que c'est ce qu'on appelle l'opioid-free analgesia. Il y a des patients pour lesquels on ne souhaite pas proposer des morphiniques en périopératoire, et donc on va proposer une anesthésie loco-régionale qui va être combinée avec l'association du paracétamol ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et grâce à cette combinaison, eh bien, on obtient une analgésie satisfaisante, mais sans morphine. Donc on peut se passer de morphine. Alors est-ce que c'est l'avenir? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question, en tout cas pas aujourd'hui. L'infiltration aussi rend beaucoup de services, et c'est vrai qu'on a tendance maintenant à infiltrer beaucoup de chirurgies différentes. Alors nous aussi, on administre parfois des cyclocos, on l'a vu, la lidocaïne par voie injectable, donc il faut qu'on arrive à essayer de limiter les doses et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de surdosage. Pour conclure, je voudrais passer juste 2 plaques. La première, c'est le fait qu'on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas de collaboration pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. Donc il faut qu'on travaille avec nos amis chirurgiens, avec nos amis gériatres, pour les patients bien sûr qui relèvent par exemple la fracture extrémité supérieure du fémur, les kinésithérapeutes, les soignants, etc., pour qu'on puisse effectivement mieux prendre en charge la douleur de nos patients. Et je terminerai par une plaque qui est celle qui a été publiée par Kellen dans Lancet en 2003, c'est que cette collaboration pluridisciplinaire, en fait, on prend le soulagement de la douleur, mais pas que. Il y a aussi la mobilisation, l'exercice, le fait que le patient va se nourrir correctement, que le stress chirurgical soit réduit, que l'information ait été effectivement communiquée au patient, qu'il soit acteur de sa propre éducation. Et là, je pense qu'on aura fait quelques progrès. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, une ou 2 questions, car nous avons encore un orateur à écouter. Merci beaucoup, extrêmement intéressant. Alors, on lit et on aperçoit sur 2-3 diapos que, même sur un moment, sur un organigramme, que la morphine elle a presque disparu, mais il n'y a pas marqué spécifiquement, on essaye de ne plus en mettre. Et donc c'est pas clair, le message n'est pas clair. Est-ce que c'est exprès? C'est exprès parce qu'il y a actuellement une grande discussion avec un concept qui s'appelle l'OFA, Opioid-Free Anesthesia, qui consiste, et c'est nos amis belges aussi, je pense que le professeur Bonnet ne va pas me contredire, pousse un peu vers le fait qu'on peut se passer éventuellement pendant une anesthésie des opioïdes. Bon, moi je ne suis pas convaincu à titre personnel, c'est pour ça que je le cite, parce que ça fait partie des discussions actuelles. On peut essayer, en tout cas, ça peut être on peut essayer. Une tentative. À l'intubation, je pense qu'on peut avoir des difficultés, mais par contre, pendant toute la chirurgie, oui, on peut éventuellement se passer, mais c'est, je veux dire, conditionné au fait qu'on associe autre chose, de la lidocaïne, de l'alpha-2-agoniste, etc. Parce que pour les qualités du réveil, de la même façon que tu écris que plus de morphine, on tente de ne pas mettre de morphine dans l'unité d'hospitalisation, tu n'as pas mis la même chose pour la salle de réveil. La salle de réveil, moi je considère que la titration intraveineuse de morphine, c'est un moment un peu à part. C'est-à-dire quand le patient sort du bloc opératoire, s'il a des scores de douleur un peu importants, un peu élevés, c'est que quelque part on a raté notre coup pendant l'intervention. Ou alors que effectivement le patient a eu un parcours chaotique avant qu'il soit opéré, donc c'est plus difficile de prendre en charge les douleurs chroniques. Donc on fait une titration parce qu'il est clair qu'un patient ne doit pas quitter la salle de réveil s'il a un score de douleur élevé. Parce que là, après, c'est beaucoup plus difficile de corriger cette situation. Donc là, on peut quand même administrer la morphine titrée par voie intraveineuse. Mais après, effectivement, si on peut se passer d'opioïdes, c'est peut-être l'avenir. Une question sur la douleur. Vous avez dit effectivement que vis-à-vis de la codéine et du tramadol, il y avait des
des métaboliseurs rapides. Est-ce que couramment on recherche cette distinction Non. pour en tirer parti? Non, hélas. Alors, c'est pour le moment, ça reste assez théorique, mais ça a quand même été un élément de crispation puisque la NSM a fait des recommandations pour limiter la codéine chez les enfants, notamment à cause de ce problème-là. Et du coup, on se retrouve en situation où il n'y avait pas d'alternative. Alors, l'autorité de santé a proposé après des actions de correction, mais je pense que si on devait faire une recherche profil génétique des patients, on aurait sûrement des surprises. Parce que les patients nous disent de temps en temps, moi la codéine j'en prends, mais ça c'est pas efficace, ou alors il suffit d'un comprimé de tramadol pour que j'ai des effets indésirables, ou ce soit extrêmement efficace. Et là on peut avoir un doute. On peut avoir un doute. C'est très intéressant parce que il aurait fallu un test relativement simple. On a eu le même problème des métaboliseurs lents et rapides avec le INH, avec le déficit. Et au moment où nous avons eu un afflux important de personnes avec des tuberculoses graves venant d'Asie du Sud-Est, nous sommes aperçus qu'il y avait énormément de métaboliseurs lents et il a fallu faire des dosages préalables pour qu'ils soient bien soignés. Donc je crois que c'est important, ce que vous dites, moi étant pédiatre, on fait beaucoup de drépanocytose, on a utilisé des enfants largamanu, vous avez raison, certains ne répondaient pas. Voilà. C'est une question importante.